Le 29 mai 2013 est un grand événement parce que c'est le centenaire du Sacre du Printemps. Et en un sens, c'est aussi le centenaire du théâtre. Pourquoi? Parce que ce qu'on a généralement reconnu de la première saison du théâtre, qui était ouverte le 31 mars 1913 par Gabriel Astruc, et qui a été une saison très riche, ce qu'on en a d'abord retenu, c'est la création du Sacre, dont le centenaire symbolique du théâtre, c'est aussi le centenaire réel de la création du Sacre. 1913. Paris est la capitale mondiale de la vie culturelle et mondaine. Les théâtres ne désemplissent pas et la vie musicale bat son plein, là où tout se passe, entre la place de l'Opéra et les grands boulevards. Dans le tumulte et la frénésie du monde musical parisien de cette époque, un homme va bientôt faire entendre une voix singulière. Journaliste et producteur, Gabriel Astruc s'est enfin décidé à mettre en œuvre le grand rêve de sa vie. Gabriel Astruc est un homme passionné et avisé. En 1910, il fait venir à Paris le célèbre Toscanini et le Philharmonique de New York. C'est aussi lui qui fait découvrir aux Parisiens les fameux ballets russes. Ses liens avec les artistes et les compositeurs les plus en vue le placent au cœur du monde musical de son époque. Fort de toute cette connaissance et de tout ce réseau musical, Gabriel Astruc a également un rêve, celui d'avoir son propre théâtre, de pouvoir y présenter évidemment tous ces artistes avec qui il travaille depuis de nombreuses années, que ce soit des interprètes ou des compositeurs. Et donc ce rêve, eh bien, il va le concrétiser avec la fondation du Théâtre des Champs-Élysées. Gabriel Astruc a voulu ce lieu comme un lieu extrêmement éclectique. C'est-à-dire c'est une des seules salles au monde où nous mélangeons l'opéra scénique et le concert et le ballet. Il y a même à la Comédie des Champs-Élysées qui est juste au-dessus du hall d'entrée du Grand Théâtre, du théâtre aussi. Le concept de salle polyvalente est tout à fait nouveau. À l'époque, on va voir des opéras à l'opéra, des concerts ou des récitals dans les salles de concert, et le ballet est encore souvent du ballet classique, présenté essentiellement à l'Opéra de Paris. Et donc Gabriel Astruc avait senti le XXe siècle, avait senti la modernité qui arrivait, le basculement qui allait se faire. Il avait senti le changement aussi dans le monde économique, et s'était entouré de banquiers et de gens qui allaient l'aider. Pour réaliser son rêve, Gabriel Astruc a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. C'est alors qu'entre dans l'histoire du théâtre un autre Gabriel, un grand financier parisien, qui va réunir des capitaux privés pour transformer le rêve en réalité. Il s'appelle Gabriel Thomas. Il aura un rôle important, déterminant même, en tout cas dans la finition même du projet, et un rôle, je dirais, un peu emblématique sur le futur du théâtre, puisqu'en fait, en donnant ce système de financement privé, ça marquera toute l'histoire du théâtre jusqu'à aujourd'hui encore. C'est au rond-point des Champs-Élysées qu'est d'abord prévue la construction du théâtre qui portera désormais le nom de Théâtre des Champs-Élysées. Le travail commence, une façade est dessinée, mais après 2 ans de tractation, la mairie de Paris refuse à Gabriel Astruc l'exploitation du terrain du rond-point. Tout est à recommencer. Gabriel Thomas trouve alors un nouvel emplacement, avenue Montaigne, à 2 pas du pont de l'Alma. Mais en 1910, cette partie de Paris est considérée comme étant presque aux portes de la ville. Le quartier est mal desservi, le métro Alma-Marceau ne sera construit qu'en 1923, et très loin de l'agitation du centre. Comment bâtir un théâtre dans une sorte de faubourg où pas un mélomane n'imaginerait passer une soirée à la mode? Les deux Gabriel décident malgré tout de relever le défi et achètent le terrain. Gabriel Astruc comme Gabriel Thomas, les deux ont eu du flair et se sont dit que sans doute l'Ouest parisien était prometteur. À nouvel emplacement, nouvel architecte. Le premier projet ayant déçu par son aspect trop classique, l'architecte Henri Van de Velde entre alors dans la course et conçoit une nouvelle salle et une nouvelle façade beaucoup plus moderne. Plus moderne, mais beaucoup trop chère, car entièrement conçue en pierre de taille. Les Gabriel sont catégoriques. Il faut trouver un moyen de faire des économies. Au tournant du siècle, un procédé de fabrication totalement révolutionnaire fait alors parler de lui. C'est le ciment armé, qui s'appellera bientôt béton armé. 2 entrepreneurs, les frères Perret,
sont les grands spécialistes du procédé. Et les Gabriel les chargent d'adapter le projet de Van de Velde aux nouveaux matériaux. Et là, les frères Perret répondent de façon catégorique qu'ils ne peuvent pas construire en ciment armé une telle façade et un tel plan. D'où le fait qu'ils vont complètement reprendre le dessin du théâtre, mais aussi de la façade. Cette façade était quand même très moderne par son caractère très rectiligne et très géométrique. N'oubliez pas qu'en 1910, on n'est quand même pas loin encore du style haussmannien. Dès sa construction, la modernité du théâtre fait sensation. Il est le premier bâtiment public construit tout en béton. Et cette technique va transformer le rapport scène-salle, puisque l'utilisation du béton, tout en gardant la forme habituelle du théâtre à l'italienne, permet de ne plus avoir besoin de colonnes pour soutenir les balcons. Au Théâtre des Champs-Élysées, tout le monde peut voir ce qui se passe sur la scène, sans colonnes pour entraver la vue. C'est une révolution. Si je peux rappeler une phrase que disait Gabriel Astruc avant que ce théâtre soit construit. Il disait « Je voudrais construire un théâtre qui ait le goût français, le confort anglais et la technologie allemande. » Confortable pour le public, le théâtre l'est aussi de façon inédite pour les techniciens et les artistes. Les procédés les plus modernes sont utilisés pour son aménagement. Les monte-charges ont été électrifiés, le tout à l'égout, un système de ventilation et de chauffage ont été installés, ce qui n'existait encore nulle part dans les théâtres. Le rêve de Gabriel Astruc fait entrer la salle de spectacle dans le XXe siècle. Ce lieu, physiquement, a un charme et une prestance absolument incroyable. Déjà, quand on a la chance de pouvoir être sur scène, on a une intimité pour une salle de 2000 places qui stupéfie tous les artistes. Il y a une grande douceur aussi, il n'y a aucune ligne droite, même les allées qui séparent l'orchestre sont légèrement courbes. Voilà, une grande douceur, une grande intimité. C'est un miracle d'harmonie. Vous entrez dans une salle, c'est une sorte de salon de musique, alors qu'en réalité, elle est aussi grande que l'Opéra de Paris. Vous regardez autour de vous, vous avez les fresques de Bourdelle, vous avez le plafond de Maurice Denis. C'est un théâtre qui a une acoustique très remarquable et beaucoup améliorée encore ces dernières années. Et je dirais, surtout, c'est un théâtre où on est bien. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, rien n'a changé. Et le fait que nous puissions l'entretenir dans un état absolument parfait, c'est grâce au mécénat qui nous permet de vivre et d'entretenir ce théâtre. Et je trouve ça très touchant de se dire qu'il est tel que les gens ont pu le voir en 1913. L'inauguration officielle du Théâtre des Champs-Élysées a lieu le 31 mars 1913. Le tout Paris se presse dans la salle flambant neuve pour assister à Benvenuto Cellini, l'opéra de Berlioz qui ouvre la saison. Et quelle saison! Gabriel Astruc la prépare depuis des mois. Il l'a voulu prestigieuse et surtout retentissante. Sa saison comprendra donc du répertoire, comme l'opéra de Berlioz, mais présentera aussi le gratin des compositeurs français contemporains, réunis en personne pour un concert inaugural resté célèbre. Et c'est au Théâtre des Champs-Élysées qu'aura lieu la grande création de l'opéra français de l'année, La Pénélope de Gabriel Fauré. Et bien évidemment, je dirais, grosse cerise sur le gros gâteau, la déferlante des ballets russes. Avec les ballets russes, Gabriel Astruc est sûr de son succès. Depuis qu'il les a révélés en 1909 au Théâtre du Châtelet, ils sont portés au nu par le public parisien. C'est Serge de Diaghilev, un homme cultivé et francophile, qui a créé les ballets russes à Saint-Pétersbourg.
Ces danseurs sont issus pour la plupart du théâtre Mariinsky, qui a la réputation d'être une des 2 plus grandes écoles du ballet classique du monde, avec celle de l'Opéra de Paris. Ensuite est arrivé dans l'aventure des ballets russes un personnage à part, aérien, extraordinaire, unique. C'était Nijinsky. Nijinsky était petit, mais avait la réputation de faire des sauts formidables. Personne ne sautait aussi haut que lui. À l'apogée de sa carrière de danseur, il va s'intéresser à la chorégraphie. En 1912, Nijinsky crée son premier ballet, L'après-midi d'un faune, dans lequel il danse sur une musique de Debussy. Sa chorégraphie marque fortement les esprits. Pour la première saison du Théâtre des Champs-Élysées, Nijinsky revient et propose 2 créations, dont la seconde va entrer d'un seul coup dans l'histoire. Ce 29 mai 1913, le Sacre du Printemps est créé sur une musique d'Igor Stravinsky. Stravinsky a déjà composé Petrouchka et l'Oiseau de feu pour les ballets russes. Et il travaille depuis plus d'1 an sur une nouvelle musique que lui a commandée Diaghilev, le Sacre du Printemps. I think Stravinsky knew very well he's bringing something very, very explosive, even dangerous. I don't think he wanted to be safe. I don't think he wanted to be modest. Stravinsky был готов к тому, чтобы взорвать музыкальную Европу. So the only thing he wanted, I think, to be honest. He wouldn't speculate, but in the same time, he wanted to choose the form. In France, form means a lot. It's not what you say, it's how you say it. Well, if I talk to musicians about the atmosphere of the Sacre, I maybe in the beginning will propose that everyone starts from the silence. And this single bassoon, fagot, is like waking up, you know. In the Sacre, musicians have to be prepared for a miracle or miracles. Also magic, because a lot of brutal power comes later. Even in the beginning, you create with winds like they're unseen for us. There is a life, and this waking up becomes an event. Nothing happened yet, but there is life. And the way Stravinsky introduces those bassoon clarinets, then bass clarinet, then English horn, then horns, then flutes, oboe, and then trumpet, it becomes then flageoleted, then contrabass. The orchestra is opening its magical box. And then when bassoon makes another statement, it becomes a key element. The bassoon invites tuk 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 tuk. And it starts. You are in the world of ballet, definitely. Le Sacre du Printemps est un ballet en 2 tableaux. Le premier, l'Adoration de la Terre, parle de la vénération du printemps et des rites joyeux et extatiques qui lui sont attachés. Dans le second tableau, le Sacrifice, une jeune femme, l'élue, est proposée en offrande au dieu de la nature. Stravinsky
expliqua que les cérémonies païennes mises en scène dans le Sacre du Printemps étaient tirées de très anciennes légendes russes. To take pagan Rus, картины языческой Руси, what means in Paris for people who drink fine champagne or French wine, pictures of the scenes of the Rus, pagan Rus, языческой Руси. It's something exotic or even dangerous, or maybe even, I would say, something not so welcomed, because it's maybe a little bit too brutal. And this is exactly what happened. The power of these dissonances, just the power of big orchestra playing against this public, which was so comfortable with maybe a music of Bizet or Mozart still. And then comes this shock. Diaghilev et Astruc ont assez vite soupçonné qu'il y aurait remous dans la salle le soir de la première, puisqu'en fait ils avaient donné des indications très précises aux danseurs, et surtout à Pierre Monteux, qui était dans la fosse et qui dirigeait l'orchestre, et il leur avait dit, quoi qu'il se passe, il faut aller jusqu'au bout du ballet. Le rideau s'est levé sur le décor de Rorich, et sur les premières images de cette chorégraphie de Nijinsky, où d'un seul coup, on a toute cette série de danseurs qui tapent, mais vraiment à plat, sur le plateau. Ce soir-là, il n'y a pas que la violence de la musique qui déchaîne le public. Nijinsky, dans sa proposition, pulvérise les codes du vocabulaire du ballet classique. Mais les ballets russes représentent le ballet traditionnel dans toute sa splendeur. Et mettre à bas ces règles est impardonnable pour le public. Dès les premières minutes, il hurle au scandale. Les détracteurs se mettent à siffler, à taper des pieds, puis à lancer des injures, bientôt rejoints tout aussi bruyamment par les défenseurs du ballet. Le brouhaha est si intense, la cacophonie si complète, que les danseurs, bientôt, n'arrivent plus à compter leurs pas. The scandal which was 100 years ago, about 100 years ago, in Théâtre Champs-Élysées in Paris, is not famous because it was such a noisy scandal, but because such a child was born. On est en 1913, c'est le tout début du siècle, la guerre n'est pas loin, mais le XXe siècle est déjà là. Et je pense que c'est ça qui a choqué et provoqué le scandale du Sacre du Printemps. C'est ce basculement du 19e au XXe siècle, à la fois dans la violence de la musique de Stravinsky, mais aussi dans l'expressivité de la chorégraphie de Nijinsky. Le scandale s'épuise en une seule soirée. Très vite, la musique de Stravinsky entre dans le répertoire des orchestres, et le ballet va devenir l'une des pièces les plus chorégraphiées du XXe siècle. Mary Wigman, Maurice Béjart, Pina Bausch, Martha Graham, entre autres, se sont confrontés à cette pièce qui, aujourd'hui encore, reste un défi pour un chorégraphe. C'est une œuvre tellement forte, qui en impose tellement, je veux dire, qui est déjà tellement présente musicalement. C'est une œuvre qui doit être... Je comprends qu'elle soit à la fois fascinante et terrorisante, quoi. Je veux dire, elle doit être à la fois les deux pour un créateur. Als Michel Franck mich gefragt hat, war ich natürlich sehr, ja, ich habe das tatsächlich als Ehre wahrgenommen, aber es war für mich eigentlich zu viel der Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte es gar nicht. Ich habe gedacht, das kann ich nicht. Und ich finde das jetzt natürlich, und es war einfach eine wahnsinnige Herausforderung. Was ist meine Sprache dazu. Ça a été un gros enjeu pour Sacha Valls. Elle a mis presque un an pour me dire oui. Je pense que pour une chorégraphe allemande de surcroît et donc très marquée par le Sacre de Pina Bausch, qui est quelque chose de totalement abouti, accepter de faire une nouvelle chorégraphie du Sacre est un challenge très très important et je pense que Sacha va le relever de façon absolument magistrale. Und ich muss
ehrlich sagen, ich hatte große Angst davor, weil es so große Werke gibt. Also für mich ist immer noch der Sacre von Pina Bausch ein Meilenstein. Also das ist einfach so ein Werk. Und ich musste das wirklich dann beiseite rücken und sagen, okay, ich werde meine Sprache finden und ich gehe in mein Universum und ich beleuchte es auch aus der Zeit, in der wir leben jetzt. Und für mich ist dieses Jahr auch ein besonderes Jahr. Ich bin 50 geworden, das heißt, es gibt auch für mich irgendwie so einen Schnitt, sodass ich so mich konfrontiere mit dem Werk. Und es ist so unglaublich starke Musik, die brennt sich ein in den Kopf und in die Träume. Und also die ganze Nacht hörst du die Musik und siehst die Tänzer. Und ich habe das Gefühl wie Tag und Nacht eigentlich, weil man kann sich gar nicht davon befreien. Während der Kreation also in der ersten Woche musste ich die Musik echt weglassen, auch um erst mal irgendwie zu hören, was mich thematisch, was kommt aus mir, immer mit dem Gedanken oder der Musik sozusagen in mir, aber nicht im Raum noch. Ja? Und da sind ganz, ganz viele Ideen des Stückes sind in dieser Zeit entstanden, sozusagen mit der Musik, so wie so ein Echo noch im Körper, aber noch nicht angemacht und direkt im Raum. Okay, please into positions. It's really the opening that you want to see. So we'll just do it with the music opening and then interact. Was bedeutet es, Tanz der jungen Mädchen? Was bedeutet es, Tribal Ritual? Ich habe sehr, sehr lange noch nicht das Opfer auch bestimmt, sodass es in der Gruppe selbst, also dass wir sozusagen durch diesen Prozess durchlaufen, wer wird das Opfer, weil das passiert ja im Stück auch so, sodass man wirklich ganz lange, jeder eigentlich es hätte sein können, also dieses Opfer werden konnte. Ich habe sogar nicht mal definiert, ob das Mann oder Frau ist. Es war für mich selbst offen. Also ich habe sozusagen versucht, was ist so die Essenz dieses Stückes? Also was diese Kraft, diese Energie der Erde, dass quasi der Frühling schon unter der Erde ist und wartet, bis er aufbricht. Wie kann man dafür so körperliche so Qualität, nicht einfach nur Tänze auf die Themen, sondern was ist diese spezifische körperliche, der Zustand der Gruppe? Solche Zustände habe ich in den Improvisationen versucht zu kreieren, sodass die Tänzer in so einen Zustand geraten. Also dass wir alle sehr lange Zeit, über mehrere Stunden in so Staccato-Bewegungen uns bewegen. Das ist das Motiv, was sich quasi durchweg durch das ganze Stück. Achtung! Attention! Когда я говорю о хореографии Саши Вальц, когда я думаю, я ничего не знаю об этой хореографии, она сейчас создается. Этот спектакль создается, рождается где-то сейчас. Wir haben hier die ganze Zeit auf den Frühling gewartet und in Berlin war es immer noch Schnee, die ganze Zeit. Wir haben wirklich, es fing an und dann wieder zurück. Es fing an und wieder zurück. Wir haben das quasi wie durchlebt, diesen Zustand. Und jetzt
merkt man, okay, jetzt kommt tatsächlich der Frühling. Das war schon sehr spannend, dass wir genau diesen Moment gewählt haben für die Kreation. Ja, es ist ein absolut intensiver Moment, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es uns auch, dass die Theatergötter und die Tanzgötter und Musikgötter uns da beistehen. Будет, наверное, особое напряжение, будет какая-то особая, может быть, наэлектризованная в какой-то степени атмосфера тем фактом, что мы показываем Парижу через 100 лет еще одну совершенно необычную весну. Вот это, пожалуй, будет самой острой интригой этого вечера. Прозвучит она через 100 лет, а вот хореография, спектакль будет показан Парижу впервые. Для всех, кто придет в этот зал, это будет загадкой, каким сегодня, через ровно 100 лет, предстанет театральный облик еще одной постановки «Весны священной».